La question de la bulle de l'IA, je dirais que c'est pas est-ce qu'on est dans une bulle ou pas, mais c'est plutôt est-ce qu'on est en 1996 quand Alan Greenspan parle à son fameux discours sur l'irrationalité du moment, ou est-ce qu'en fait on est en janvier 2000 et le crack est en mars. Il y a tout un tas de métiers qui seront peut-être augmentés par l'IA, aidés par l'IA, automatisés par l'IA, mais en revanche je suis pas encore sûr que les robots de Tesla ou de Figure deviendront couvreurs ou maçons demain matin. Et en parallèle, on voit la Chine qui, entre 2000 et 2024, a grossi sa puissance électrique d'un facteur 7. Si je suis investisseur privé et que je regarde une opportunité en private equity ou en venture aujourd'hui, c'est quoi les 3 questions que je dois absolument me poser avant d'investir ? Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir pour cette première édition de notre webinaire Private Market Insights. Je vais essayer de ne pas vous tenir jusqu'à 23h parce que je sais qu'il y a une grosse échéance. En tout cas, mon invité a une grosse échéance ce soir. Mais avant de commencer, je voudrais poser quelques mots de contexte. Donc, vous le savez, Anaxago accompagne depuis plus de 10 ans des investisseurs privés dans l'accès au marché privé, donc l'immobilier, dette privée, private equity, venture capital et solutions de diversification patrimoniale. Au sein du groupe, Ambra Capital est notre société de gestion avec une expertise dédiée à l'analyse, la sélection et la structuration d'opportunités d'investissement au sein de ces classes d'actifs. On a voulu organiser ce point parce que pour nous, le marché a profondément changé. Le cycle de 2020-2021, porté par une abondance de liquidités, des taux bas, des valorisations très généreuses, est complètement aujourd'hui derrière nous. Mais les marchés privés restent, de notre point de vue, très attractifs. Ils sont devenus beaucoup plus exigeants. Les sorties prennent plus de temps, même si elles réservent parfois de belles surprises, et on en parlera au cours du webinaire. Les performances sont plus dispersées, le prix d'entrée redevient absolument central. Et les grandes thèses d'investissement évoluent désormais autour de l'IA, de l'énergie, de la souveraineté, des infrastructures, du private credit ou encore du secondaire. Et donc avec Pierre, que j'ai la joie de recevoir ce soir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Caroline, merci de me recevoir. Je t'en prie, nous allons essayer de comprendre ce nouveau cycle avec une question qui est simple. Où est-ce que le capital peut encore intelligemment être rémunéré dans les prochaines années et à quelles conditions ? Mais avant de me lancer, j'aimerais bien qu'on prenne le temps que tu te présentes et que tu nous en dises plus sur qui tu es et ton rôle aujourd'hui chez Ambra Capital. D'accord. Je m'appelle Pierre Lenné. Ouais. Toi, tu es au courant, peut-être pas tout le monde. J'ai rejoint Ambra Capital il y a 7 mois, toute fin d'année 2025. Et je pilote aujourd'hui l'activité Venture Capital et Private Equity de la société de gestion. Ouais. Donc, ça inclut des fonds de Venture Capital, les anciens fonds Caporn. Ça inclut une quarantaine d'investissements en direct, donc Club Deal, un fonds de décarbonation, Axe Climat, et puis de futurs investissements dont on aura l'occasion de parler ultérieurement et peut-être au cours de ce webinaire. Oui, donc pour ceux d'entre vous qui sont déjà clients chez Anaxago, donc Pierre a opéré une reprise du portefeuille ces 6 derniers mois et c'est lui qui s'occupe du suivi des lignes, mais également de l'investissement dans les nouveaux dossiers. Et tu nous viens du private equity, c'est ça, plus précisément. Alors j'ai commencé ma carrière par le consulting en stratégie chez Accenture pour des sociétés notamment financières, des gros fonds de private equity américains et le FSI à l'époque, fonds stratégique d'investissement, qui était une initiative de Nicolas Sarkozy. J'ai étudié la finance à Londres et puis j'ai démarré ma carrière de l'investissement par 8 ans dans un petit fonds de private equity européen qui était un fonds thématique. On investissait avec une stratégie bicéphale dans les produits et services de luxe, donc luxe lifestyle. Donc une partie de notre stratégie, c'était destiné à investir dans des actifs qu'on appelait héritage, sur un mode de retournement, de situation spéciale et ou de création de plateformes de build-up. Ce qu'on appelait héritage, c'était dans le portefeuille des vignobles, des sociétés de production de caviar, de l'hôtellerie principalement. Et j'ai dit bicéphale parce que c'est comme ça que je suis rentré dans le secteur du venture capital aussi. C'était la grande époque des marketplaces, qui est un business model post-Airbnb, Uber, etc., qui est un business model qui se prête très bien aux produits et services de luxe. Et on était également dans cette phase 2015-2020 de la transition et de la digitalisation de la consommation des produits et de services de luxe avec le changement de cohorte de clients entre les baby boomers et les millennials. Et donc on a investi dans des sociétés que toi tu dois connaître, Click & Boat, Le Collectionniste, ah oui, on en parlait, Artemest, qui est une société italienne de mobilier. J'ai fait ça pendant 8 ans. Jusqu'à toute fin 2022. Ensuite, j'ai monté un petit fonds très différent pour le coup,
fonds d'amorçage très en amont, qui, à contrario d'un fonds de private equity, avait vocation à jouer tout un écosystème. Donc, c'était vraiment un fonds de VC early stage, seed pre-seed, comme on dit dans le métier, voilà, dans le jargon, avec une vocation de déployer donc un certain nombre de lignes assez important, entre une centaine, on va dire, sur un triptyque thématique qui était l'IA, la blockchain et le quantique. Voilà, et on a déployé 25 millions d'euros à peu près dans 70 sociétés avec mes 2 associés en 24 mois, un peu plus de 24 mois. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Alors après, c'est un mode d'investissement qui est complètement différent. C'est très standardisé. Comme c'est très en amont des sociétés, ça se joue beaucoup sur le product market fit qu'on peut identifier. Donc voilà, la proposition de valeur du produit et surtout la qualité de l'entrepreneur. Parce qu'on sait très bien que les startups, très tôt dans leur vie, pivotent beaucoup. Et donc notre objectif, c'est un ticket standardisé avec des termes standardisés sur une thématique avec la vocation d'identifier plutôt un marché que des produits spécifiques. Et donc on pariait sur ces 3 marchés. Visiblement, on a eu un peu raison sur l'IA, un peu raison peut-être à plus long terme sur le quantique, même si aujourd'hui il y a des technologies qui commencent à percer. Et la blockchain assez haut, c'est bas en tant que crypto, mais aussi en tant que technologie. Ça reste une technologie, je pense, de futur pour tout un tas qui ne concerne pas que la crypto en réalité. Voilà, donc, exactement. Tout un tas d'applications qui sont aujourd'hui en cours de développement et qui sont quand même un peu moins visibles, un peu moins sexy, si je puis dire, donc un peu moins discutées dans les journaux, surtout qu'aujourd'hui l'IA prend beaucoup de place. Et puis ensuite, on s'est rencontrés et j'ai rejoint Bras Capital. Voilà. Et aujourd'hui, on est là pour discuter du changement de cycle. Et donc, si tu devais expliquer très simplement ce qui a changé pour toi entre ce fameux cycle où il y a eu une sorte d'emballement post-Covid, on s'est fait une sorte de stop and go parce qu'on a eu très peur et en fait, tout s'est enflammé. Et aujourd'hui, où on sent que c'est quand même pas du tout le même contexte. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui est vraiment terminé? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui commence? Alors, je pense que c'est un peu en 3 axes. Le premier point où aujourd'hui on est à peu près certain à court terme ou à très court terme qu'on ne reviendra pas dans ce modèle, c'est les taux bas. Les taux extrêmement bas, le fameux quoi qu'il en coûte, et les taux zéro, voire négatifs des banques centrales. Donc avec un capital abondant qui a poussé une distribution des fonds vers des valorisations parfois excessives ou au moins décorrélées des fondamentaux, avec cette course à la valorisation et au montant levé plutôt qu'à la rentabilité. Nous, c'est quelque chose qu'on regardait dès 2015 dans mon premier fonds. En venture capital, on nous prenait un peu pour des ovnis, où on cherchait des startups avec un business model qu'on appelait un peu un gestionnaire de bon père de famille. Je pense que pendant des années, avoir une boîte rentable, c'était rébarbatif pour un fonds de VC. Et je sais que toi, avec Anaxago, c'était vous dès le début votre leitmotiv. Ça ne correspondait pas au... Voilà. Et les gens qui durent, aujourd'hui, on se rend compte que quand le capital se fait un peu plus rare, ou pas forcément plus rare en volume, mais peut-être plus rare en dispersion. C'est-à-dire que les montants vont vers des secteurs ou au moins des entreprises plus sélectives, plus sélectionnées. Et bien, ceux qui sont au milieu du gué sont plus promptes à mourir que les autres. Donc ça, à mon avis, c'est l'environnement de taux très bas. C'est la première chose. Qui change. La deuxième, c'est que c'est un marché très fragmenté. C'est un peu ce que je disais aujourd'hui. Le venture capital au T1 2026 aux États-Unis, on va dire, c'est un peu le baromètre du venture capital dans le monde. C'est un peu notre proxy pour identifier les tendances. Au T1, on est sur 267 milliards de levées, donc c'est exceptionnel en montant. C'est un vrai retour C'est un vrai retour aux grandes années, mais en fait, si on corrige sur les méga deals et l'IA, on est en baisse de quasiment 80% à la fois sur les entrées et les sorties par rapport à l'année dernière. Donc, c'est vraiment un marché dispersé, mais en concentration sur des actifs soit de qualité, soit, je pourrais dire, de FOMO ou les sujets chauds du moment. Le troisième, et ça va un peu en contradiction avec ce que je viens de dire, c'est que les grandes thématiques, donc elles ont évolué. Donc, on a cette révolution de l'IA dont tout le monde parle depuis 2 ans. Et on voit donc que les marchés privés sont aujourd'hui réellement un point d'inflexion. On revient à cette analyse fondamentale.
c'est un peu en contradiction de ce que je viens de dire sur l'engouement autour de l'IA et les valorisations parfois stratosphériques qu'on peut y penser. Mais toute révolution technologique a vocation à emballer l'appétit des gens pour de l'innovation. D'autant qu'elle s'applique tout de suite dans la vie de tout le monde. Exactement. Il n'y a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas de décalage. Alors, peut-être que l'intelligence artificielle était très utilisée jusqu'ici dans les entreprises technologiques qui ont généré l'existence. Mais je trouve que son entrée dans notre quotidien a été tellement rapide que tu sens que ça crée un engouement massif sur les marchés privés. Bien sûr, et c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ce qui est labellisé IA, qui est en fait du big data ou du machine learning, qui est fait à différents niveaux dans les entreprises depuis plus d'une vingtaine d'années. Je veux dire, la thématique n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est l'accès au public de ces choses-là. Et c'est aussi concomitant avec le post-Covid où les retail, les investisseurs retail, donc c'est-à-dire les particuliers qui vont, pour utiliser une expression française consacrée, boursicoter, sont réellement rentrés dans le marché. Et le marché n'est plus fait que par les institutionnels, il est aussi parfois fait par les investisseurs individuels. Et donc, cette révolution qui est accessible au public, et à la fois le public qui peut investir dans ces sociétés à travers l'offre pléthorique aujourd'hui d'accès au marché privé et ces sociétés qui arrivent aujourd'hui en bourse avec Anthropic qui devrait arriver bientôt, SpaceX qui a absorbé XAI, donc quelque part il y a une composante aussi de monnaie générative. Ce succès phénoménal et cet engouement en fait est multifactoriel, mais oui, réellement il y a... Mais donc, on n'est pas vraiment sur quand on parle du venture qui repart et que les exits et des exits qui reviennent, parce que en fait, on est surtout sur de l'IA qui tire le marché. C'est pas une reprise globale. C'est pas une reprise globale. C'est pas à tiroir, mais en tout cas, c'est sélectif. Les plus beaux secteurs et les plus belles entreprises ou les entrepreneurs qui ont fondé des entreprises auparavant, qui ont bien fonctionné, n'ont aujourd'hui aucun problème à lever de l'argent. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 6-12 mois. En revanche, certains secteurs très disruptés par l'IA, le software, on le voit en bourse, vraiment, le software où on a toute cette peur autour de, pour ne pas le citer, Claude Code qui pourrait répliquer des CRM bien connus, etc. Donc le software en pâtit, mais également les entreprises qui ont des business models très consommateurs de cash et qui avaient levé sur des valorisations très élevées, 2020, 2021, peut-être même début 2023, et qui aujourd'hui ont une réalité économique qui ne justifie plus et qui ne sous-tend plus ces valorisations, ont forcément des difficultés à lever parce que d'un côté, on a les investisseurs historiques qui n'ont pas envie d'avoir leur investissement et leur pourcentage de détention compressé, et de l'autre côté, des difficultés de cash, puisque ce sont aujourd'hui nécessairement dans ce cadre-là des sociétés non rentables. J'ai vu passer ma première série G ou série H l'autre jour sur LinkedIn et je me suis dit waouh. Oui, les entreprises restent, les startups restent privées très longtemps. C'était, il y a une étude même qui est à la fois sur le PI et le VC qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est McKinsey qui disait que historiquement les sorties se faisaient plutôt à 5-6 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt 7-8. Les IPO aux États-Unis, qui est le gros marché des IPO, on en a en Europe, mais elles apportent moins de liquidité sur la tech notamment. Les IPO aux États-Unis, on a eu quand même 18 ou 24 mois de quasi non-IPO. Pour rappel, dans les années 2000, c'était quasiment une par jour et une par semaine qui était grandiloquente. Fenêtre d'IPO qui se ferme, rallongement des temps de liquidité. Évidemment qu'on s'est retrouvé sur un moment où les investisseurs se sont posé la question de comment sortir du capital. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu l'évoquais en introduction, et je pense qu'on en reparlera après, on voit quelque part des nouveaux secteurs se commoditiser dans les marchés privés comme le secondaire ou les fonds de continuation et les reventes de parts de fonds, etc. Oui, qui est une partie hyper intéressante, plus technique. Plus technique, intéressante, qui a aussi ses spécificités. Mais concrètement, alors si on reste sur les choses plus simples pour l'instant, si je suis investisseur privé et que je regarde une opportunité en private equity ou en venture aujourd'hui, c'est quoi les 3 questions que je dois absolument me poser avant d'investir ? Je dirais la qualité de l'actif sous-jacent. Sous-jacent.
Mm. la défensibilité pardon, du... Alors ça, concrètement, la défensibilité, je l'ai lu dans les Ok. questions. C'est hyper intéressant, mais comment tu l'expliques? À quoi ça consiste? Je pense que le plus simple, c'est de prendre un exemple. Mm. Aujourd'hui, reprenons l'IA comme on a commencé là-dessus. Ouais. Aujourd'hui, une boîte IA qui propose, pour le dire simplement, un workflow un peu automatisé. Donc, en fait, une chaîne d'action de ta société, de la façon dont tu réalises tes tâches de façon un peu automatisée. En fait, on n'a pas besoin d'un soft, de payer un abonnement pour ça, à quelques dizaines, voire centaines d'euros mensuels, qui était le modèle du software historique, le fameux SaaS, Software as a Service. Parce qu'en fait, c'est tout simplement juste un workflow automatisé, et un certain nombre de sociétés, il y a 12-18 mois, se sont créées là-dessus. Et finalement, les entreprises qui fabriquent les modèles d'IA génératifs d'aujourd'hui, OpenAI, Anthropic, entre autres, intègrent ces fonctionnalités très régulièrement dans leur suite produit. Et donc, on a des sociétés qui ont levé, 6 mois plus tard, finalement, leur projet était complètement cannibalisé par, finalement, le modèle de propriétaire sur lequel elles-mêmes s'appuyaient. C'est ce qu'on appelait en anglais les AI wrappers. Donc, mettre un petit emballage sur le modèle d'IA. Ok. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas défendable vis-à-vis de la concurrence. Quelque chose qui peut être très défendable et qui l'est depuis historiquement, c'est de la relation client, une base client forte, créée sur de la confiance, de l'intervention humaine. Il y a tout un tas de métiers qui seront peut-être mais moi, c'est ce que je trouve augmentés par l'IA, aidés par l'IA, automatisés par l'IA dans, je ne sais pas, de la facturation. On parle en ce moment de facturation électronique en France. Tout ça peut être fait, mais en revanche, je ne suis pas encore sûr que les robots de Tesla ou de Figure deviendront couvreurs ou maçons demain matin. Donc, c'est une défensibilité. Aujourd'hui, je ne connais pas de start-up dans la maçonnerie, mais il y en a certainement. Je ne couvre pas tous les secteurs. La défensibilité, c'est ça, c'est la protection du produit qu'on offre par rapport à ses concurrents, aux obligations réglementaires et plus généralement au marché, enfin, aux éléments exogènes à la société. Voilà. Et donc, je te disais, les 3 grands critères, ça serait pour moi donc, la défensibilité de l'actif et j'y ajoute un peu pour faire un point 1A, 1B, le management, la qualité du management, du fondateur. Ça, vous le dites hyper souvent. Toujours. Et ça se vérifie. Ça se vérifie à 2 moments très clés. Très en amont, l'amorçage, quand on est au stade de l'idée ou du début de chiffre d'affaires. Le management est absolument essentiel. On sait que, tu l'as connu, créer une société, ça demande des pivots, de la résilience, c'est difficile. Oui, mais je suis toujours bluffée, tu vois, je trouve que dans les exits qu'on a connus depuis 15 ans d'Anaxago, ou certaines boîtes en difficulté qui ont pivoté, je pense notamment au cas de FlashGap, moi, je me rappelle de l'investissement et de me dire, bon, c'est marrant ce truc, c'est très sympa, mais surtout, le type a une aura de dingue et une capacité à gérer de dingue, et bam, il se vend, il pivote complètement et il se vend 70 millions à une boîte américaine, quoi. Et c'est vraiment... Je m'étais dit, en fait, c'est ça, tu paries sur des gens plus que sur un business, quoi. En amorçage, donc ce qu'on appelle early stage, c'est-à-dire les tours de seed à série A, les gens sont très importants. Très très importants, à la fois dans l'expérience et à la fois dans leur personnalité. Leur résilience, quoi. Leur résilience, leur qualité, leurs défauts, s'ils savent s'entourer, écouter, des choses comme ça. Et le deuxième moment où je pense que c'est extrêmement important, c'est quand les sociétés sont très matures, où on gère plus une start-up. On gère une boîte. On gère une boîte, 200, 500, 2000 personnes. Les sujets RH deviennent prépondérants, la gestion, la motivation des équipes deviennent prépondérants, et puis on n'a plus le même leader. Au début, on peut avoir un leader qui montre, qui lead en faisant ou qui lead en montrant comment faire, et après on a un leader plutôt par l'attitude que par l'action. En tout cas, c'est plus un leader faiseur, c'est un leader qui entraîne ses équipes. Donc je dirais que c'est le premier point. Le deuxième, c'est, comme toujours, l'horizon de temps et la liquidité. Ça a toujours été quelque chose de sensible pour les investisseurs. C'est ce que les gestionnaires de patrimoine connaissent bien, entre le ratio de risque et le rendement et la liquidité. C'est un arbitrage toujours à faire dans sa construction de portefeuille. Quand je te dis ça, je pense sur les actifs
privé, encore une fois, au secondaire, où on a une maturité plus courte. Et ça m'emmène derrière à mon troisième point, qui est la structuration de l'investissement et la protection de l'investissement. Et donc le secondaire, aujourd'hui, qui est très en vogue, la structuration est un point essentiel. On peut se retrouver avec un très bon accès dans une société très bien valorisée, très sexy, peut-être même avec un discount, ou tout simplement un accès parce que finalement, c'est pas possible de rentrer en primaire dans ce tour-là, en primaire, c'est-à-dire dans l'augmentation de capital. Donc on rachète les titres d'un autre investisseur. Donc c'est pas possible, donc c'est de l'accès. Mais finalement, on est tellement loin des actifs à travers tellement de couches de véhicules qu'on n'a pas d'informations, qu'on est très peu au courant de ce qui se passe concrètement dans la société. Et puis surtout, on a une surcouche de frais également. Donc la valeur créée au niveau de la société est grignotée par tous les intermédiaires. Donc je dirais que ça reste ces trois piliers-là. C'est pas des révolutions, mais ils sont plus importants aujourd'hui qu'ils étaient hier. Alors, je suis d'accord avec toi, et puis je pense que le sujet du secondaire, c'est une question qu'on a hyper régulièrement. Moi, ça fait des années que je vois des gens qui essayent de faire du secondaire sur les marchés privés de façon efficiente. Mais si avant même de penser au secondaire, si on parle de prix et de ces sujets de valo, comment tu sais aujourd'hui si tu ne paies pas simplement une belle histoire trop chère? Parce que moi, je me suis posé la question. On le dit souvent, alors plutôt en venture capital qu'en private equity. Déjà, pour la simple et bonne raison que les comparables sont plus privés, moins accessibles, même si aujourd'hui il y a tout un tas d'outils qui permettent d'avoir accès à la donnée, donc moins accessibles, mais surtout moins nombreux. Et puis surtout parce que dans le venture capital, le prix, la valorisation, c'est autant un art qu'une science. On peut faire dire un peu tout ce qu'on veut aux chiffres. Là, on voit tout le bien que Pierre pense des artistes. Non, mais non, je plaisante. La vérité, c'est que de valoriser une société sur la base de cash flow futur, quand les cash flows sont à 5 ou 7 ans, il s'en passe des choses en 5 ou 7 ans. Et nous, si on rentre dans 5 ou 7 ans, on espère être sorti. Donc, on doit trouver d'autres proxys pour avoir j'ai envie de dire assessment, mais j'ai pas le mot français, pour avoir c'est la problématique du métier, beaucoup de terminologie anglaise, pour avoir un peu un proxy de la valorisation, pour savoir si on paye le bon prix. Il y a c'est toujours une question de multiples de certains indicateurs économiques ou financiers. On peut prendre par exemple sur les SaaS, donc ces sociétés software qui ont ce qu'on appelle de l'ARR, Annual Recurring Revenue, donc un revenu récurrent. Donc déjà, il faut réussir à bien le caractériser, ce revenu récurrent. Il faut bien le retraiter, parce qu'on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut. Le business model, il faut aussi bien le comprendre. Est-ce que c'est du pure soft ou est-ce qu'il y a des produits qui sont vendus derrière? Et ensuite, on a une fourchette de multiples. Une société qui fait de l'ARR, ça s'achète entre 10 et 40 fois. Tu vas me dire, c'est un créneau de livraison de la poste. Oui, mais ça dépend des segments. 10 fois, c'est plutôt les softs classiques. Et aujourd'hui, on voit des sociétés qui se payent 40 fois parce que c'est de l'IA. C'est de l'IA et les gens ils sont pas capables de dire, et moi non plus, on n'est pas capable de dire et de comprendre l'ampleur de la révolution que c'est. Est-ce que c'est finalement Internet et la communication globalisée instantanée ou est-ce que c'est l'invention de la machine à vapeur et l'industrialisation du début du XXe siècle? Regarde pas comme ça, moi la machine à vapeur, je pense que ça aurait révolutionné ma vie. Mais ça a révolutionné le monde. Ce que tu dis en termes de... Voilà, il y a le fondateur du World Economic Forum l'a titré la 4e révolution industrielle. Ouais. Mais donc, on est d'accord, c'est partout. C'est une vraie révolution industrielle. Est-ce que c'est une révolution investissable ou est-ce que c'est une bulle tech? Parce qu'on aime bien quand même. C'est la bonne question. Je pense que c'est la question qui revient toutes les semaines, dans toutes les newsletters depuis, je dirais, entre 6 mois et 1 an. 1 an pour les plus anti-IA ou les plus fines. Les plus spécialisés. Je vais dire 3 mois pour n'importe quelle newsletter éco. La réponse, elle est pas simple, dans le sens où déjà, faut caractériser ce qu'est une bulle.
Oui, d'accord. Évidemment, l'intérêt, c'est pas tellement de savoir si on est dans une bulle. Les valorisations sont effectivement, je dirais, stratosphériques dans l'IA. La cotation de SpaceX, avec une petite baisse en jour 3 de cotation, qui perd autant que la capitalisation de LVMH en une journée, ça pose question, sachant que c'est une société qui n'est pas rentable. Pierre est un peu vexé parce qu'il est sorti de SpaceX il y a 6 mois. C'est un très bel investissement. Je pense. C'est un bel investissement. Néanmoins, non, ça pose une question de la véracité des fondamentaux de la valorisation à un moment actuel. Après, une valorisation, c'est pas un instant T. Même nous, quand on investit, on achète un business plan, on achète le futur. Le point, c'est de savoir à quel moment la réalité économique du futur va rattraper les projections des investisseurs à un moment T. Est-ce que la création de valeur dans ce laps de temps sera suffisante pour compenser la valorisation qui a été payée à ce moment-là? Et ensuite, la grande question sur la bulle de l'IA, c'est, comme je te disais, c'est pas est-ce qu'on est dans une ou pas. Je pense que les valorisations sont très certainement excessives dans certaines couches. L'IA, quand on parle de l'IA, pour moi, c'est pas un secteur homogène. Alors, on pourra en reparler. Il y a les modèles, ce qu'on appelle les picks and shovels, donc c'est-à-dire toute l'infrastructure, tout ce qui, les GPU, donc les puces, les interconnexions, etc. Déjà, les valorisations sont pas du tout homogènes entre Anthropic et une boîte même très bien valorisée et comme et j'ai perdu son nom, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Creusot, qui est une boîte qui fait du BTP, spécialisée pour les data centers IA, très bien valorisée, beaucoup plus cher que d'autres boîtes de BTP. Mais est-ce que finalement, elle fait pas que du BTP, hein, je schématise très largement. Oui, mais c'était pour faire le rapport. Voilà. Mais finalement, est-ce que sa valorisation est pas plus contenue par rapport à celle d'Anthropic? Si, très certainement. Mais Anthropic soutient quelque chose. Donc, la question de la bulle de l'IA, je dirais que c'est pas est-ce qu'on est dans une bulle ou pas, je me répète, mais c'est plutôt est-ce qu'on est en 1996, quand Alan Greenspan parle à son fameux discours sur l'irrationalité du moment, ou est-ce qu'en fait on est en janvier 2000 et le crack est en mars. Et c'est tout l'intérêt du gestionnaire de fonds, de l'investisseur qui s'intéresse au sujet, c'est d'essayer de sentir ce qu'appelle mon ancien associé la petite musique du marché. La petite musique du marché. Et justement, je voulais juste revenir là sur les couches de l'IA, parce que donc tu disais, on mélange beaucoup de choses. Moi, la première, donc tout ce qui est modèles fondamentaux, les infrastructures, les applications verticales, les data centers, la cybersécurité. Sans rentrer dans le détail de toutes ces couches-là, où est-ce que tu vois, toi, les poches les plus rationnelles aujourd'hui? Alors, sur différents types d'investissements, parce que dans les marchés privés, on va dire, si on appelle tout les marchés privés equity, le private equity, déjà c'est pas une classe d'actifs homogène. On a du venture capital early stage, on a du gros equity qui arrive après, on a des LBO qui sont des acquisitions majoritaires par effet de levier, on a aujourd'hui du secondaire qui s'y rachète, qui peut être du secondaire de private equity ou du secondaire de venture capital, on a le private credit que tu évoquais en début de webinaire, et je pense que chaque classe d'actifs, ou plutôt à l'inverse, chaque couche de l'IA a sa classe d'actifs préférentielle. Sur ce qui est très valorisé, très sexy en ce moment et qui a vocation à offrir une liquidité assez certaine à, je dirais, court terme, c'est-à-dire 18 mois, 24 mois. J'irai faire du secondaire. Sur, on va dire, le top 30 des sociétés. Je ne sais pas s'il est encore intéressant aujourd'hui de faire du secondaire sur Anthropic, OpenAI et ces sociétés qui sont en passe de ce côté. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que sur un deal bien structuré en étant proche des actifs, la fenêtre de liquidité, elle est assez certaine. Le multiple, moins. Pour cette couche-là, on va dire que la couche des modèles, la couche que nous, on voit le plus, je dirais que c'est ça. Ensuite, il y a tout un tas d'autres sous-secteurs qui sont très intéressants. L'infrastructure. C'est un des grands problèmes problématique. C'est une des grandes problématiques de l'IA.
Parce que on parle beaucoup des GPU avec Nvidia, voilà, la fabrication. On pensait que le goulot d'étranglement était la puissance de calcul. Finalement, même dans la puissance de calcul, c'est pas tellement l'accès aux puces, c'est plutôt l'interconnectivité entre ces puces. C'est pas tellement la vitesse et la puissance à laquelle les racks de serveurs calculent pour l'IA, soit en entraînant le modèle, soit après pour faire fonctionner quand nous on fait une requête. C'est plutôt la manière dont ils communiquent entre eux et dont la donnée est après transférée. Donc déjà, c'est l'infrastructure. L'infrastructure, ça peut être l'infrastructure de construire le data center ou l'infrastructure de construire justement des puces plus efficientes ou des moyens d'interconnexion ou d'interconnectivité plus efficients. Aujourd'hui, il y a tout un tas de startups qui bossent sur des semi-conducteurs pour résoudre des problématiques dont on ne s'est pas occupé depuis 30 ans, parce qu'en fait, on faisait des semi-conducteurs sur silicium et que ça fonctionnait très bien, et que la loi de Moore faisait que tous les ans, on doublait de puissance de calcul, on les empilait, et puis ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, la demande de puissance de calcul a tellement explosé. D'ailleurs, elle se reflète dans la demande énergétique mondiale aux États-Unis. Aux États-Unis, je fais un petit aparté, mais aux États-Unis, depuis 2000, la demande électrique a quasiment pas évolué jusqu'en 2024. Aujourd'hui, elle est en train d'exploser. D'où toutes ces questions liées à l'énergie. Le nucléaire, c'est bien, mais est-ce que ça sera prêt à temps? Non. Donc, c'est aussi une façon de faire de l'énergie décarbonée. Donc, il y a beaucoup de fonds d'infrastructure qui se déploient aussi aux États-Unis pour fournir de l'énergie à ces data centers qui poussent aujourd'hui comme des champignons. Et en parallèle, on voit la Chine qui, entre 2000 et 2024, a grossi sa puissance électrique d'un facteur 7. Donc, de l'autre côté, on a cette lutte de modèles américains versus les modèles chinois, eux qui produisent de l'énergie finalement décarbonée sur une certaine partie avec tous leurs nouveaux projets de barrage électrique. Et toute une innovation qui s'est développée en disant, en fait, on développe tout, mais on oublie les prises, quoi. Exactement. On développe tout, on oublie les prises. Et donc, c'est le troisième secteur qui est très intéressant dans l'IA, qui est pas vraiment de l'IA, c'est l'énergie, pour moi. Oui. C'est un excellent secteur. À la fois parce qu'on a besoin d'avoir de l'énergie décarbonée. On a vécu des canicules sur l'Europe c'est les jours les plus chauds tous les jours depuis 10 jours. Là, ça s'est un peu calmé, mais ça va revenir apparemment. L'énergie est aussi un bon proxy. Enfin, on l'avait oublié dans les économies occidentales et aux US, que c'était un excellent proxy de la génération de PIB et en tout cas de la santé économique et du développement économique d'un pays. Mais c'est aussi un très bon proxy pour l'IA. C'est-à-dire qu'investir dans l'énergie, je ne suis pas certain qu'avec les montants investis aujourd'hui autour de l'IA, pour l'instant générative, et puis demain des autres technologies adjacentes, les investisseurs débranchent au moindre soubresaut. Donc la demande énergétique de tous ces modèles et de toutes ces puces construites, elle ne va pas s'arrêter demain. Et donc ces projets énergétiques auront vocation à aller dans leur majeure partie, je dirais, jusqu'au bout. Donc on a dit les fournisseurs de modèles plutôt en secondaire. Sur de l'infra, il y a deux côtés. On peut faire du private equity, je dirais un peu plus classique, ou du private credit sur les boîtes qui font l'infrastructure type BTP. On a aussi l'infra, mais là, plus, je dirais, au niveau technologique. Et là, le venture capital s'y prête très bien. Les puces, l'innovation dans des puces, l'innovation dans des câbles, voilà, tout ce secteur. Et après, l'énergie. C'est pour moi les quatre grands thèmes. Un petit peu d'immobilier dans l'IA. Un petit peu d'immobilier, toujours faire de l'immobilier dans les data centers. Oui. Non, mais en fait, je dis ça comme ça en rigolant, mais en fait, ça fait partie des sujets, quoi. Bien sûr. Il y a besoin de foncer. Aujourd'hui, les data centers gigantesques qui sont construits, notamment au Texas, aux États-Unis, ils occupent des surfaces gigantesques. Je n'ai plus les chiffres en tête, je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais ça se compte en terrain de football. Et si vraiment, par exemple, tu dis, tiens, je me fais un délire, j'investis dans le cuivre et dans le silicium, tu vois. Je ne ferais pas le silicium. Parce que ça n'a pas vocation à disparaître. Non. Mais il y a des technologies aujourd'hui qui viennent en complément et on sait qu'on est aussi sur un marché un peu de hype. Donc, clairement. Il faut savoir viser le temps long.
mais à plus ou moins court terme, en fonction de son horizon d'investissement, il faut aussi avoir les reins solides pour pas savoir subir les fluctuations de valorisation. Ouais. Le cuivre, pourquoi pas. Aujourd'hui, les câbles électriques sont très chers. Il y a des contrefaçons de câbles électriques aujourd'hui en Chine. Aujourd'hui, les fabricants de câbles en Chine utilisent des billets parce que c'est la seule manière pour avoir un identifiant qui n'est pas qu'on ne peut pas contrefaire. Ouais. On ne peut pas contrefaire. Et donc ils mettent un billet sous le plastique des rouleaux de câbles et l'identification se fait avec le numéro de série du billet. Parce qu'ils arrivaient à contrefaire des faux QR codes, des faux numéros de série, etc., etc. Incroyable. C'est incroyable. Donc oui, il y a très certainement tout un tas de domaines qui sont, je dirais, pas bouleversés, mais boostés par cette demande de calcul, principalement de calcul. Ouais. Voilà. Et si on devait revenir un peu sur le private equity traditionnel, ce qui fait un bon deal en PE aujourd'hui, parce que tu commences à avoir un peu de recul quand même, qu'est-ce qui change? Est-ce que le métier revient à quelque chose de plus entrepreneurial? Moi, c'est un peu le ressenti que j'ai quand je te vois au quotidien opérer chez Ambra. Un sentiment que j'avais pas forcément avant sur les équipes de gestion côté venture capital. Tu sens qu'il y a une espèce de pas de bon sens paysan, parce que c'est pas ça, mais il y a acheter correctement, transformer réellement et sortir intelligemment. Et ça, on en parlait, tu vois, le fait de sortir, de chercher de la liquidité aussi, sans forcément aller chercher le multiple, mais chercher la liquidité. Ah oui, non, mais c'est sûr. Je dis toujours, un deal, c'est un prix, un timing. Ouais. Mais un bon deal, c'est un bon prix. Et sur le timing, c'est avoir l'horizon de liquidité et la bonne structuration. Il y a effectivement... et je vais sortir le venture capital early stage, donc à strictement parler de cette catégorie. Mais il y a historiquement quand même enfin historiquement, depuis 5-6 ans, un surfinancement, et on pourra évoquer dans le private credit à ce sujet, un surfinancement du fait de ces taux bas de sociétés qui n'auraient pas forcément été achetées avec ce levier-là dans des environnements de taux plus resserrés et d'argent moins abondant. Il y a aussi des multiples qui sont plus conservateurs aujourd'hui. Si je veux vraiment schématiser, il suffisait d'acheter avec du levier, d'attendre que les multiples montent et de revendre. C'est très schématique, c'est pas du tout ce que font les fonds de private equity, mais on va dire que voilà, sur les 3-4 dernières années, on pouvait peut-être s'en sortir en ne faisant que ça. Les meilleurs évidemment ne font pas ça, mais on pouvait même faire illusion en ne faisant quasiment que ça. Aujourd'hui, la création de valeur est absolument essentielle. La création de valeur opérationnelle sur l'actif, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Elle peut être dans la transformation, donc en retournement, elle peut être dans l'accumulation du business, la création d'une plateforme, agréger des petits acteurs non centralisés, chercher à trouver des économies d'échelle. Évidemment que l'ingénierie financière reste toujours au centre de ce métier. On l'oublie parfois. On l'oublie, mais elle y reste toujours parce que, en fait, ça devrait être un dû de bien le faire. En fait, on peut casser un bon deal si on n'a pas une bonne ingénierie financière. Mais ça n'en fait pas un bon deal pour autant. Oui, mais c'est ce que tu disais finalement, même pour le secondaire, c'est qu'en fait la liquidité et la façon dont tu travailles ton deal, c'est pas un détail administratif, ça fait partie du deal. Ça fait partie du deal. Et donc aujourd'hui, effectivement, je pense que les fonds de private equity, quelle que soit leur stratégie d'investissement, ont tous vocation à s'aligner avec, on va dire, les plus hauts standards du secteur, c'est-à-dire avoir ce côté effectivement opérationnel / entrepreneur, et si ce n'est pas eux en direct, s'entourer en tout cas des personnes en capacité de le faire.
C'est le fameux operating partner. L'operating partner. Qui est très à la mode dans tous les fonds ces derniers temps, quoi. Oui, et puis il l'est toujours, et puis même en amont des deals, les sociétés de venture, de private equity sont les premiers, je pense, clients des gros cabinets de conseil en stratégie. Très souvent, je t'entends parler de boring businesses, qui est un thème qui pourrait être assez contre-intuitif quand on se dit qu'on va faire du venture capital ou du private equity. C'est d'investir dans les entreprises qui paraissent très traditionnelles, parfois très boring, donc très ennuyeuses, mais qui peuvent bénéficier soit de l'IA, soit d'un engouement, soit d'un changement structurel du marché et de leur environnement. Pourquoi est-ce que ce thème t'intéresse autant ? C'est une excellente transition parce que c'est Merci, Pierre. opérationnellement, c'est des sociétés qui sont bien pilotées. C'est des sociétés qui génèrent de l'EBITDA, tirent des cash flows. Donc, tu as la possibilité de t'endetter pour les acquérir. Ou, en tout cas, tu as une sécurité sur ce que la société... C'est une sécurité toute relative, comme toujours, mais si tu sélectionnes les bons secteurs, tu peux finalement avoir une certaine sécurité sur les business que tu achètes quant à leur capacité à générer de la trésorerie dans le futur. Et donc finalement, c'est beaucoup. Tu me parlais de comment on sait qu'on a payé le bon prix. Finalement, c'est déjà toujours beaucoup plus simple quand tu as la capacité de savoir ce qui te revient dans la poche en tant qu'investisseur ou en tant qu'actionnaire à un moment donné. Et ces boring business, pourquoi ils sont super intéressants ? Parce que c'est des business dont le business model ou le produit et le service qu'ils proposent a une défensibilité. Un boring business, c'est un business qui finalement est résistant à l'IA. L'IA au sens de l'IA le remplace complètement. Ça ne veut pas dire que l'IA ne peut pas l'aider. Je parlais des maçons tout à l'heure ou n'importe quel autre métier d'artisanat. C'est un business qui finalement est résistant aux tensions géopolitiques. Une chaîne de valeur ultra globalisée comme on l'a connue, une chaîne d'approvisionnement finalement très simple. C'est super simple depuis un certain temps d'aller se fournir en Chine pour fabriquer en Europe de l'Est et avoir comme client les États-Unis, le UK et la France. Je sais pas, je dis ça au pif, mais et finalement aujourd'hui, c'est un peu plus difficile avec le détroit d'Ormuz. Puis sur un certain nombre de matériaux, finalement la Chine n'a peut-être pas forcément envie de nous les livrer, ou en tout cas ça devient un levier de négociation économique et politique avec son grand rival du moment, Donald Trump, et les États-Unis plus généralement. Et donc c'est des business models qui sont résistants à tous ces points qui aujourd'hui ont peut-être été oubliés, mais sont finalement clés dans le succès d'un business à long terme. Un business qui rapporte du cash. C'est pas un business qui a besoin d'être financé en permanence. Un business qui est résistant à des facteurs exogènes prévisibles. L'IA, puisqu'on sait qu'aujourd'hui elle est là et qu'elle a vocation à transformer un certain nombre de workflows. Un business qui est résistant aux tensions géopolitiques actuelles. Hormis un miracle, je ne pense pas que dans les 5 prochaines années, on revienne à un monde apaisé comme on a pu connaître. Oui, depuis presque 70 ans. Voilà, aussi apaisé. Alors, on ne peut pas dire qu'on est, en tout cas nous en Europe, dans la même situation que celle d'il y a 70 ans, mais je pense que dans certaines autres parties du monde, ils connaissent à peu près, en tout cas dans des circonstances actuelles, des choses similaires. Et sur un monde qui est complètement globalisé, ça pose des problématiques. Et donc, ces boring business, ils sont extrêmement intéressants pour ça, parce que quelque part, c'est l'assurance des mauvais jours. Et en plus, c'est un business model qui a été un peu oublié, qui est très européen. Un business model, ces plateformes de consolidation de boring business, qui a été inventé dans les pays nordiques. Donc ça date du fin du 19e, début du 20e siècle, des grandes familles industrielles qui finalement, la diversification de leur fortune s'est faite dans l'acquisition de sociétés avec pour objectif de ne jamais les revendre. Et donc il y a eu un certain nombre, une des plus connues, c'est Investor AB, par exemple le fonds de private equity EQT, qui est un fonds suédois, qui est un des plus gros fonds de private equity de la planète, est un fonds purement issu et capitalisé initialement par la famille derrière Investor AB.
Donc ça crée des fortunes considérables au cours du temps, avec cet effet qu'on connaît bien des intérêts composés, de l'argent. Voilà, quand on a un business qui génère du cash flow tous les ans, finalement, on peut réinvestir ces cash flows et finalement, l'effet boule de neige, le gâteau grandit. C'est un business model qu'on a un petit peu oublié dernièrement au profit des fonds de private equity. Ouais. Finalement, est-ce que c'est pas bien d'acheter, de transformer, de revendre? Mais on a vu que les horizons s'allongeaient, que finalement les actifs n'étaient pas toujours bien sélectionnés sur l'intégralité des managers. Et puis aussi des durées de détention toujours plus longues et parfois des résultats décevants et des écarts entre la performance effectivement distribuée au bout de 7 ans et puis ce qu'on a le DPI, Distributed to Paid in Capital, et le TVPI, Total Value to Paid in Capital, qui lui prend en compte les valeurs latentes. Ouais. Et finalement, les valeurs latentes, elles peuvent évoluer. Et ces fonds de private equity qui avaient beaucoup de software, par exemple, dans leur portefeuille, l'arrivée de l'IA a dû créer en tout cas ce qu'on appelle des markdowns, c'est-à-dire une baisse de valorisation de leur portefeuille. Et donc, quelque part, réaliser sa valeur, réaliser son multiple, quitte à laisser, ce qu'on dit, laisser un peu d'argent sur la table, c'est pas une mauvaise chose parfois. Mais c'est un changement de paradigme complet. Oui, bien sûr. Mais Henri Kravis, un des 3 fondateurs de KKR, ça doit être un des 5 plus gros, une des 5 plus grosses sociétés de fonds de private equity dans le monde, qui est américaine au demeurant, le disait pas plus tard que la semaine dernière, il me semble, sur un plateau, que ce modèle qui finalement aligne les intérêts de tout le monde, avait été un peu oublié, et que ce modèle de détention long terme, avec, pourquoi pas, pour donner de la liquidité aux investisseurs initiaux, une cotation en bourse, c'est les sociétés nordiques dont je te parlais sont cotées en bourse aujourd'hui. C'est un modèle qui est assez vertueux et qui se prête d'ailleurs très bien à ces business de long terme. Ok. Donc ça, c'est la partie boring business. Moi, je trouve ça passionnant parce que je trouve que ça change complètement la manière de voir aujourd'hui les investissements, même quand tu es un investisseur privé, où tu as quand même besoin d'avoir un horizon de sortie pour prendre ta décision d'investissement. Et là, en fait, tu vas prendre ta décision d'une manière totalement différente. Surtout ce qui est private credit, ça a énormément grossi ces dernières années. Pour un investisseur privé, est-ce que c'est incontournable comme classe d'actifs ou il y a un risque latent dont il faut se méfier C'est incontournable. Ça a été incontournable. Ça l'est toujours aujourd'hui, mais pour une raison en fait structurelle. Post-crise financière de 2008, pour éviter des risques systémiques, la plupart des politiques mondiales ont créé des règles et des banques centrales ont créé des règles finalement très drastiques pour les banques et qui avaient vocation à ne plus créer de banques, ce qu'on appelait too big to fail. A posteriori, on se rend compte un peu que ça a eu l'effet inverse puisque ces politiques tellement restrictives ont finalement créé un mouvement de consolidation dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, être une petite banque privée, c'est plus possible. C'est très difficile, c'est extrêmement difficile. Même des gros acteurs se sont fait absorber, soit par des mauvais choix business, soit par des envies d'économie d'échelle pour renforcer les capitaux propres, etc. Je veux dire, quand on voit que Credit Suisse est passé sous le pavillon de je dirais pas son ennemi, mais son concurrent historique, et puis ça n'est que pour en citer un seul. C'est un sacré truc, ça. Hein. Ça a été une vague quand même en Suisse. Donc le private credit, donc les banques prêtent moins de par ces obligations. Finalement, il y a énormément d'argent dans les fonds, puisque les banques prêtent moins, mais en même temps, les taux étaient bas, et donc les fonds et les investisseurs voulaient investir, et les fonds avaient en fait beaucoup de liquidités. Et en parallèle, il fallait bien financer toutes ces sociétés qui avaient des business models qui ne reposaient pas sur la génération de profit. Que ce soit les sociétés elles-mêmes directement ou même les fonds de private equity qui finançaient des sociétés avec du private credit en supplément de leur effet de levier bancaire classique.
Donc c'est un marché qui a connu une croissance extrêmement rapide, puisque c'était à peu près 160 milliards en 2008, c'est 2000 milliards en 2024. Ah oui, on a les chiffres là. Voilà, 2024, je regarde sur un autre moniteur, 2024-2025. Ok. Il n'y a pas beaucoup de marchés qui ont connu des croissances aussi rapides. Une des problématiques du crédit privé actuel, je pense que tout le monde a vu la une de ces grands fonds américains qui font ce qu'on appelle, ils activent les gates, c'est-à-dire que c'est des fonds semi-liquides. Okay. On peut retirer son investissement ou une partie de son investissement selon les termes du contrat initial, des statuts du fonds, à certaines échéances données par an, mais dans une limite globale. Et quand on atteint ces limites globales, au niveau de l'intégralité des investisseurs qui souhaitent retirer, les managers activent ce qu'on appelle des gates. Donc en fait, ils empêchent les investisseurs de retirer tout ce qu'ils voudraient. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça des fonds semi-liquides, de par leurs caractéristiques, où c'est pas en fonds cotés ou en permanence, on peut sortir à J+1. Okay. Et donc ces fonds se sont aussi retrouvés dans cette situation-là, parce qu'ils finançaient notamment des boîtes de software. On est passé, on en parlait au début, d'un monde asset light, pardon. C'était le tout software. Aujourd'hui, un mode CAPEX intensive avec de l'IA où il faut financer de l'infrastructure, il faut financer des GPU très chers, de l'énergie pour l'IA, mais aussi pour de la décarbonée, de la souveraineté, peut-être qu'on va en reparler, et de la défense, dans un climat de tension géopolitique qu'on n'a pas connu depuis un certain temps, de la défense ou de la défense en dual use avec des applications civiles, du spatial. Il n'y a pas que SpaceX dans le spatial, il y a de très belles sociétés, des milliers de satellites lancés tous les mois par tout un tas de boîtes. Et tout ça, c'est CAPEX intensive. Et donc, on est passé d'un asset light à CAPEX intensive. Mais dans l'asset light, donc dans le software, c'était très facile en fait pour les sociétés de private credit de prêter. Parce qu'en fait, sur un modèle on y revient à ce fameux ARR, donc sur ce modèle d'annual recurring revenue, quelque part, c'est pas du cash flow, mais c'en est un peu quand même parce que le créditeur peut se servir directement au niveau de la génération de chiffre d'affaires. Sur ce flux-là. Et il est en capacité surtout de le prédire. Ce qu'il n'est pas capable sur d'autres types de business models. Bien sûr. Et donc ça a financé toute cette grande vague de software entre 2015 et 2022. Et patatras, le grand boom de l'IA générationnelle, qui à tort ou à raison remet soi-disant en cause l'intégralité de tous les softwares qui ont été créés jusqu'à présent. J'adore mon petit... T'as essayé mon petit outil là qui prédit la mort de ton software ou pas? Pas encore. Je vous l'enverrai dans le mail de... Avec plaisir. de remerciement. Eh ben ouais, c'est... en fait, c'est une somme de facteurs. C'est une somme de facteurs qui fait que ça a été incontournable. Ça a des avantages. Aujourd'hui, je trouve que c'est dangereux si ça a vocation à prolonger la vie de sociétés qui, finalement, de par leur business model ou en tout cas des éléments endogènes, auraient dû mourir. C'est dangereux si, finalement, c'est un peu financé en ne prenant pas en compte des niveaux de risque assez, je vais dire, restrictifs. Voilà. Est-ce que ça a été le cas? Certainement. C'est une thématique que je connais pas très bien, mais c'est une thématique, moi, sur laquelle je n'irai pas, mais qui, oui, enfin, en tout cas, plus aujourd'hui. Je pense que ça, il y a eu l'âge d'or du private credit. Il y aura peut-être des opportunités à prendre sur des investisseurs. On parlait de secondaire. Le secondaire peut être des parts de fonds, peut-être. Oui. Ça peut être intéressant de chercher à récupérer un investisseur qui a besoin de liquidité, structurer ses parts d'un gros fonds américain dans le private credit. Si on a accès à des bonnes due diligence sur les actifs sous-jacents, voilà, pourquoi pas.
Il nous reste 5 minutes. On est Déjà c'est passé vite. Peut-être finir un petit mot sur les US. Moi, ça me fascine. Pourquoi est-ce que les US restent incontournables, en fait? J'ai vu qu'il y avait le YC, que le Y Combinator était à Paris cette semaine pour sa conférence. Je trouve ça très, très classe. Ouais. Je trouve ça incroyable, cette surdomination. Il y a, sans faire le café du commerce, il y a la psychologie américaine, qui est un peu différente de la psychologie américaine, européenne. Il peut avoir tout un tas de sources. Mais elle a créé cette économie. La manière dont leur économie fonctionne, c'est la résilience, le trial and errors, comme on dit, l'essayer, tomber, se relever, réessayer. Et ça, c'est l'essence même du venture capital. Essayer, pivoter, financer, prendre des risques. Des risques maîtrisés, mais prendre des risques. On va dire, si on peut faire une généralisation, l'investisseur américain moyen est moins averse au risque que l'investisseur européen moyen, a fortiori français. Et donc, c'est le marché le plus profond, le plus liquide, le plus gros, le plus dynamique. Profondeur de marché. Donc, tous les secteurs, dès qu'il y a un secteur porteur sur la planète, il y a des entreprises américaines qui y sont. Le plus liquide parce qu'ils ont aussi des financements avec les plus gros fonds, les plus gros endowments d'universités, des business angels plus importants. Et donc là-dessus, les Américains auront toujours un temps d'avance. On le voit bien en Europe, on n'a pas à rougir de ce qu'on sait faire, scientifiquement, industriellement. On n'a pas à rougir de notre créativité, de nos idées. En revanche, on ne sait pas financer une société une fois qu'elle doit faire un tour de 50, 100, 200 millions. Et puis on ne sait pas lui faire une IPO. Et puis on ne sait pas lui donner une IPO avec la liquidité qui permet de coter un SpaceX à 2000 milliards. Non, mais bien sûr. On ne l'a pas. Non. Donc les États-Unis auront toujours ce temps d'avance sur ce marché jusqu'à ce que quelqu'un prenne le relais. Je ne le vois pas à court terme. Ça ne veut pas dire que l'Europe n'a pas son épingle du jeu à tirer, surtout dans le cadre actuel de tensions géopolitiques, de tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Bien sûr. Voilà, notre souveraineté, elle passe par revoir un peu ce qu'on peut faire chez nous. On peut faire de grandes choses avec peut-être un peu moins. Ce sera le mot de la fin. D'accord. Faire des grandes choses avec peut-être un peu moins. Merci infiniment, Pierre. On a appris énormément de choses. Il y a un point qu'on n'a pas eu le temps de traiter, c'est la grille et la checklist de l'investisseur. Mais on vous mettra la checklist, la grille d'investissement que Pierre préconise quand on investit sur le marché privé. Quelques exemples, c'est pas exhaustif, mais je donnerai avec plaisir quelques exemples et puis on aura le temps de refaire cet exercice dans quelques mois. Exactement. Certainement. On vous fera un point semestriel sur les marchés privés parce que on pense que ça fait partie des choses importantes à avoir en tête quand on se positionne à l'investissement. En tout cas, merci à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire.